Bonjour tout le monde et welcome back sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Je vous prépare des vidéos liées à la science des données si vous êtes intéressé par ce contenu. Abonnez-vous à la chaîne et laissez des pouces bleus si le contenu vous plaît. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant qui est le traitement du texte en Python. Allez, passons au cours. Disons que vous avez une énorme quantité du texte que vous devez analyser. C'est un scénario assez probable, étant donné que plus en plus de texte est généré aujourd'hui. Cela prend la forme de messages, des emails, des blogs et des commentaires sur les réseaux sociaux. Parallèlement, le besoin de comprendre, d'analyser et d'agir sur ces données augmente également. En tant que tel, le traitement du texte et l'analyse sont une compétence clé pour tous les data scientists. Je m'appelle Ibtissam Mahmoud. Dans ce cours, je vais vous montrer les outils et techniques disponibles pour le traitement du texte en utilisant Python. Nous utiliserons la bibliothèque NLTK pour créer des cas d'utilisation dans Notebook Jupyter. Vous devez avoir des connaissances préalables des notebooks Python 3.5 et Jupyter. Cela étant dit, explorons comment effectuer un traitement et transformation du texte avec Python. L'un des domaines à la croissance la plus rapide dans le domaine de l'analyse et de l'apprentissage automatique est le traitement et l'analyse du texte. Pourquoi? De plus en plus de données générées aujourd'hui sont en texte libre. Les nouvelles technologies avancées génèrent d'énormes quantités de données textuelles. Aujourd'hui, Internet contient un certain nombre de blogs, de critiques, des commentaires, des notes et d'autres faits textuels. Les réseaux sociaux génèrent des millions de messages chaque jour sous forme de messages, tweets, hashtags et de références. Les logiciels informatiques génèrent des messages de journal et des pistes d'audit qui doivent être examinées. Les emails sont une autre forme de données textuelles. De plus, d'autres médias comme l'audio et la vidéo sont transcrits sous forme de texte. Le besoin d'analyser et de comprendre les données textuelles augmente chaque jour. Les entreprises souhaitent extraire automatiquement des informations à partir des données textuelles et les utiliser pour des actions commerciales. Mais le traitement de texte présente divers défis uniques. Les données textuelles sont plus volumineuses que les données numériques. De plus, le texte n'a pas de structure ou de schéma fixe, ce qui rend la compréhension difficile. Dans ce cours, nous examinerons les outils et techniques proposés en Python pour le traitement des données textuelles. Un document est une entité clé utilisée dans le monde de l'exploration de texte. Les bibliothèques de traitement de texte reçoivent et traitent des documents. Définissons le terme document. Un document est un ensemble de phrases qui représentent un fait ou une entité spécifique. Des exemples de documents incluent une revue d'un produit, un fichier journal produit par une instance logicielle, une entrée du blog ou un tweet. Les documents peuvent être grands ou petits, mais chaque document contient du texte sur un contexte spécifique. Un document contient des paragraphes, des phrases et des mots. La définition de ces termes est la même que celle de la langue française. À titre de comparaison, un document peut être considéré comme l'équivalent d'une ligne ou d'un enregistrement dans une base de données. De la même manière qu'un enregistrement contient des informations pertinentes sur une entité, un document contient du texte pertinent. La portée d'un document peut varier d'un cas à l'autre. Par exemple, un tweet individuel peut être considéré comme un document ou un ensemble de tweets contenant un hashtag spécifique peut être considéré comme un document. Un data architecte décidera de la portée en fonction du problème à résoudre. Le prochain concept que nous devons examiner est celui d'un corpus. Le pluriel d'un corpus est corpora. Dans le text mining, un corpus est un ensemble de documents. Les documents à l'intérieur d'un corpus sont liés les uns aux autres, soit par entité, soit par période. Par exemple, un corpus peut contenir tous les avis sur un produit donnés au cours d'un mois, ou les fichiers journaux générés en une journée par un processus logiciel,
ou les tweets d'un utilisateur de Twitter. Un corpus équivalent à une table dans une base de données pour des raisons de comparaison. Ce qui constitue un corpus peut varier en fonction d'un cas d'utilisation spécifique. Par exemple, tous les avis d'un utilisateur, tous les avis sur un produit ou la liste globale des avis dans un système peuvent tous être des exemples de corpus. Les bibliothèques d'exploration de texte fonctionnent avec un corpus. Donc, la conversion des données textuelles en un corpus et la compréhension de sa structure sont des capacités très importantes. Python prend en charge un certain nombre de packages pour le traitement de langage naturel. Le plus important d'entre eux est la Natural Language Toolkit ou NLTK. NLTK est une suite de bibliothèques pour le traitement de langage naturel disponible en Python. Il dispose d'une solide suite de fonctionnalités construites sur une période de temps. Il fournit des fonctionnalités de traitement de texte telles que la tokenisation et le balisage des parties de la parole. Il fournit des capacités d'analyse telles que l'analyse de fréquence, l'analyse des sentiments et la génération des n-grammes. NLTK est généralement livré avec un corpus d'échantillons de données de différents types. Un développeur peut les utiliser pour expérimenter la bibliothèque. Il prend également en charge un certain nombre de fonctionnalités d'apprentissage automatique telles que les algorithmes de classification et de clustering. Cela fait de NLTK une bibliothèque de bout en bout pour le traitement et l'analyse de texte. Nous utiliserons largement la bibliothèque NLTK dans ce cours. Des détails sur la configuration et l'utilisation de NLTK sont disponibles sur le site nltk.org. Le premier chapitre de ce cours est terminé. Je vous laisse avec un quiz pour tester vos connaissances. Ce cours utilise Python 3.9 et Jupyter Notebook. Si vous ne l'avez pas déjà configuré, vous pouvez le configurer à l'aide de la distribution Anaconda. Vous pouvez télécharger à partir de ce site web anaconda.com. Il contient des exécutables pour plusieurs systèmes d'exploitation, notamment Windows, Mac et Linux. Veuillez télécharger celui qui vous convient. Assurez-vous de télécharger la version Python 3.9, car c'est ce que nous utiliserons dans le cadre de ce cours. Une fois que vous avez téléchargé et installé Anaconda, vous obtiendrez les utilitaires Anaconda dans votre liste déroulante ici. Dans celui-ci, allez dans Jupyter Notebooks, cliquez avec le bouton droit de la souris, plus ouvrir l'emplacement de fichier. Sur Jupyter Notebook, cliquez sur le bouton droit, Edit, Propriétés. Par défaut, Jupyter Notebook se lance en utilisant la variable User Profile comme arborescence de données d'accueil. Vous pouvez le modifier en fonction de vos besoins. Supposons que vous avez téléchargé tout votre matériel de cours dans une arborescence de données spécifiques. Vous pouvez lancer Jupyter avec cette arborescence de données comme arborescence de données racines. Dans mon cas, je vais remplacer ce User Profile par mon propre arbre de données où j'ai téléchargé le code. Maintenant, faites un Appliquer, faites un Continuer et c'est réglé. Désormais, lorsque vous lancez Jupyter Notebook, il démarrera et lancera Jupyter Notebook
à partir de votre arborescence de données spécifiques. Vous pouvez maintenant voir tout le code et les fichiers de données pour le code spécifique à votre disposition pour lancer à partir d'ici. Dans ce chapitre, nous explorerons la lecture des données dans un corpus et son exploration. Les exemples de code sont disponibles dans le notebook, chapitre 2, lire texte. .ipynb. Pour les exercices de ce cours, nous utilisons un fichier appelé Essentiel Apache Spark.txt. Ceci est disponible dans le fichier d'exercice sur GitHub. Découvrons son contenu. Il contient la description d'un cours sur Apache Spark. Toutes les données textuelles nécessaires au traitement doivent être acquises à partir d'une source de données. Dans cet exemple de code, nous allons lire un fichier texte dans une variable Python. Ceci est du Python standard et n'utilise pas la bibliothèque NLTK. Nous lisons le fichier essentiel Apache Spark.txt dans une variable appelée FileData. Puis, nous imprimons les 200 premiers caractères du fichier. Exécutons le code maintenant. En général, les données peuvent être acquises à partir de diverses sources, notamment des fichiers, des bases de données ou des chaînes. Il existe plusieurs packages et outils Python qui permettent d'obtenir des données à partir de ces sources. Nous n'avons pas l'intention de nous concentrer sur ces domaines dans ce cours. Nous nous concentrons plutôt sur le traitement des données une fois qu'ils sont acquis à la source. NLTK prend en charge un type spécial de fonction pour lire une liste de fichiers dans un corpus. Il fait partie du package de Corpus Reader, NLTK. Plus de détails à ce sujet peuvent être trouvés sur le site web de NLTK. Veuillez installer le package NLTK si vous ne l'avez pas encore fait à l'aide de la commande pip install NLTK. Nous allons également télécharger le package Punkt que nous utiliserons plus tard dans les exemples. Corpus Reader en texte brut est utilisé pour lire une liste de fichiers texte dans un répertoire. Chaque fichier texte devient un identifiant de fichier unique, mais le contenu du fichier est ensemble dans un seul corpus. Les données sont ensuite divisées en paragraphes, phrases et tokens pendant que le corpus est lu. Dans cet exemple, nous avons besoin du même fichier, essentiel Apache Spark. Dans le corpus, le contenu brut des fichiers est ensuite imprimé à l'aide de la commande corpus raw. Exécutons le code maintenant et voyons la sortie. Nous allons voir le contenu du fichier affiché ici. Comme indiqué dans la partie précédente, Corpus Reader analyse les données d'entrée et les divise en paragraphes, mots et phrases. Il prend également en charge diverses méthodes pour afficher ce contenu extrait. Nous en verrons des exemples dans cette partie. Tout d'abord, nous imprimons la liste des idées du fichier. Dans notre cas, nous n'avons utilisé qu'un seul fichier. Nous pouvons ensuite extraire des paragraphes de corpus à l'aide de la commande paras. Les paragraphes sont identifiés par une ligne blanche séparant le texte. Nous imprimons le nombre de paragraphes qui devrait être 1 dans ce cas. Ensuite, nous extrayons les phrases du corpus en utilisant la commande sans. Cela vous donne en fait une liste de listes. Chaque phrase est transformée en une liste de mots, puis ces listes de mots individuels constituent la liste de phrases. Nous imprimons d'abord le nombre total de phrases de corpus, ce qui nous donne une valeur de 5. Nous imprimons ensuite simplement la première phrase. Cela devrait en fait imprimer la liste des mots qui forment la première phrase du corpus. Enfin, nous imprimons tous les mots du corpus en utilisant words. C'est une longue liste de tous les mots que j'ai utilisés dans le corpus. Exécutons le code maintenant et voyons le résultat. Il n'y a qu'un seul ID de fichier dans le corpus, essentiel Apache Spark.txt. Le nombre total de paragraphes dans le corpus est 1. Le nombre total de phrases dans le corpus est 5. Et la première phrase est divisée en une liste de mots dans la phrase. Les mots du corpus forment une longue liste
et seule la première partie de cette liste est affichée ici. La bibliothèque NLTK fournit un certain nombre de fonctions pour analyser la distribution des données ainsi que les données agrégées dans le corpus. Premièrement, nous utilisons la méthode de distribution de fréquence freq_dist pour comprendre la distribution des mots dans le corpus. Cela nous aide à comprendre les mots les plus populaires du corpus. Nous imprimons ensuite les 10 premiers mots du corpus en utilisant la fonction mostCommon. Ceci est une liste de couples. Il imprime chaque mot et le nombre de fois qu'il apparaît dans le corpus. On peut aussi rechercher un mot spécifique pour voir sa distribution dans le corpus. Nous utilisons la méthode get pour obtenir la distribution de fréquence du mot Spark. Dans la sortie, vous voyez les 10 premiers mots répertoriés et il y a des couples mentionnant le nom ainsi que le nombre de fois qu'il apparaît dans le corpus. Nous voyons également que la distribution du mot Spark est de 3. Nous venons de terminer le 2e chapitre de ce cours. Je vous laisse avec un quiz pour tester vos connaissances. La première tâche d'extraction, qui est généralement effectuée sur un corpus, est la tokenisation. La tokenisation est le processus de décomposition d'un flux de contenu textuel en ses parties: mots, termes, symboles, phrases, paragraphes et autres éléments significatifs. La conversion du texte en un ensemble de tokens facilite le nettoyage ultérieur du corpus. Le code de ce chapitre est disponible dans le notebook nommé Chapitre 3 « Nettoyage-extraction du texte ». Dans le chapitre précédent, nous avons directement utilisé un corpus Reader pour à la fois lire du texte et le convertir en token. Dans cet exemple, nous utiliserons une méthode Tokenize spécifique disponible dans la bibliothèque NLTK. Nous lisons le fichier essentiel à pagespark.txt et stockons le contenu dans une variable de texte brut. Nous utilisons ensuite la méthode wordTokenize pour le convertir en une liste de tokens. Nous imprimons ensuite les 20 premiers tokens, exécutons le code et voyons le résultat. Nous voyons qu'il y a 95 tokens qui ont été identifiés au total dans le cadre de ce fichier. Les 20 premiers tokens sont imprimés ici. Les données doivent subir une série d'étapes de nettoyage avant d'être prêtes pour l'analyse et l'apprentissage automatique. Nous allons passer en revue certaines de ces étapes dans cette vidéo. Le nettoyage couvre un certain nombre d'activités de nettoyage à usage général et spécifique. Le texte peut avoir besoin d'être formaté et standardisé. Par exemple, les dates à l'intérieur du texte doivent être converties dans un format standard. Des conversions linguistiques peuvent également être nécessaires. Les ponctuations telles que point, virgule, etc. doivent également être supprimées car elles ne comptent aucune valeur interne dans une carapace de texte. Les abréviations doivent être supprimées ou converties dans leur forme complète. La conversion de casse peut également être nécessaire pour normaliser le texte. Les éléments tels que les hashtags, les mentions et les URL doivent également être nettoyés. Dans cet exemple,
nous effectuons deux activités de nettoyage, la suppression des ponctuations et la conversion en minuscules. Afin de supprimer les ponctuations, nous utilisons le package punct dans NLTK. À l'aide d'une fonction lambda, nous avons exécuté chaque token créé dans la vidéo précédente via ce package et il supprime les ponctuations pour vous. La liste de tokens résultante sera affichée. Exécutons le code maintenant. La liste originale avait 95 tokens. Maintenant, il n'en a plus que 87, car les ponctuations sont supprimées de la liste. Ensuite, nous convertissons chaque token en minuscules à l'aide d'une fonction Python standard appelée lower. Les résultats sont à nouveau imprimés. Exécutons le code et voyons le résultat. Comme vous pouvez voir, un nom comme Apache ou Spark dans l'exemple précédent maintenant sont convertis en minuscules. Le nombre de tokens reste toujours le même à 87. Les mots vides sont des mots qui ne contiennent aucune information et doivent être supprimés. Les mots vides sont un groupe de mots qui n'ont pas de sens par eux-mêmes. Par exemple, des mots comme dans, et, le et qui sont abondants dans les données textuelles, mais qui n'ont aucune signification. Ils sont appelés mots vides, en anglais stop words. Ils ne sont pas nécessaires à des fins d'analyse, mais nécessitent des ressources de stockage et le traitement. Par conséquent, il est recommandé de les supprimer. Un certain nombre de dictionnaires de mots vides sont disponibles par langue humaine et contient une liste des mots vides dans cette langue. Ceux-ci doivent être utilisés pour identifier et supprimer les mots vides. Dans cet exemple, nous supprimons les mots vides de la liste des tokens créés précédemment. Il existe un package en NLTK appelé StopWords. Nous allons le télécharger et l'importer. Nous exécutons la liste de tokens via une fonction de filtre qui vérifie si le token existe dans la liste des mots vides. Si tel est le cas, le mot vide n'est pas envoyé à listToken 4. Nous imprimons enfin les tokens restants et le nombre de tokens dans la liste des tokens 4. Exécutons le code. Nous voyons que la liste de 87 tokens est descendue maintenant à 54, seulement après avoir supprimé les mots vides. Dans cette partie, je vais discuter du stemming, une étape de traitement clé dans l'exploration du texte. Qu'est-ce que c'est que le stemming? Pour comprendre cela, nous devons définir un stem ou une racine. Une racine est la partie de base d'un mot à laquelle des affixes peuvent être attachés pour les dériver. Par exemple, le mot combiné est le radical du mot combine, combinant et combiné. La première partie de ces mots est commune, les différents mots représentant différents éléments grammaticaux ayant le même sens. Le stemming est un processus qui convertit un mot en sa racine. Il garde le mot de base. En conséquence, le nombre total des mots uniques dans le corpus des menus, éléments ayant une signification similaire, peuvent être regroupés. La racinisation coupe simplement l'affixe, de sorte qu'il ne peut pas en résulter un mot complet. Dans cet exemple, nous ferons du stemming en utilisant la fonction SnowballStemmer, disponible dans NLTK. Chaque mot de la liste des tokens restantes est passé par le stemmer, qui restituera la représentation radicale du mot. Les résultats sont collectés dans une autre liste appelée TokenList5. Exécutons le code et examinons les résultats. Dans les résultats, nous voyons que le stemming s'est produit pour des mots comme intéressé, certainement, traitement et ainsi de suite. Nous examinerons une meilleure alternative au stemming dans la prochaine étape. La lématisation est une autre étape importante dans le text mining. Qu'est-ce que c'est que la lématisation? La lématisation est similaire au stemming, mais
Elle produit un mot racine approprié qui appartient à la langue. Par exemple, combiner est la version lemmatisée de combiner et combinant, contrairement à la racine qui a produit un mot incomplet. Combiner est un mot français approprié. La lemmatisation utilise un dictionnaire pour faire correspondre les mots à leur racine. C'est une opération plus onéreuse que le stemming à cause du dictionnaire et des ressources utilisées. Dans notre cas, on va effectuer juste une racinisation car il n'existe pas une fonction de lemmatisation de corpus français en NLTK. Cependant, je vais vous montrer le code de lemmatisation en utilisant une autre bibliothèque de Natural Language Processing appelée Spatie. Aussi, je vais vous montrer le code de lemmatisation d'un texte en anglais. Nous utilisons le dictionnaire WordNet et le WordNet Lemmatizer. Chaque token de la liste des tokens est passé par le lemmatiseur qui renvoie une chaîne lemmatisée. Les résultats peuvent être imprimés. Ensuite, exécutons le code et examinerons le résultat. On peut même faire la comparaison des tokens entre le stemming et la lemmatisation. Par exemple, pour le mot notamment, en stemming, ça devient note, en lemmatisation, ça reste le même. Voyons maintenant comment on peut faire la lemmatisation du texte français. Donc, on peut utiliser le package Spatie. Vous pouvez l'installer en utilisant la commande pip install spatie. Ensuite, vous allez importer le package et loader le dictionnaire français que vous avez installé en utilisant la fonction python-n spatie download fr. Et finalement, vous allez afficher chaque mot et sa lemmatisation. Donc, on va exécuter le code pour voir les résultats. Donc, comme vous pouvez voir, plusieurs mots restent les mêmes, sauf par exemple pour les verbes. Comme vous pouvez voir, le verbe connaissez devient connaître, savez devient savoir, tout devient tout, et ainsi de suite. Sur ce, nous avons terminé le chapitre 3 du nettoyage et extraction du texte. Je vous laisse avec un quiz pour tester vos connaissances. Nous allons maintenant examiner certaines techniques avancées de traitement et de transformation de texte dans cette partie. Tout d'abord, nous regardons Ngram. Ngram est une séquence des éléments dans un échantillon de texte. La séquence peut être n'importe quel nombre, en fonction de n. Cela s'appelle des bigrammes, des trigrammes, des quadgrammes, etc. Par exemple, prenons la phrase « La vie est belle ». Si nous effectuons une conversion bigramme de ceci, nous nous retrouvons avec 3 bigrammes. La et vie et est belle. Si nous faisons des trigrammes, nous nous retrouvons avec la vie est belle. Les n-grammes sont utilisés pour créer des systèmes de texte prédictifs qui prédisent la prochaine séquence de mots. La première partie de ce code que nous voyons ici est une répétition de tout le traitement que nous avons fait dans les parties précédentes. Cela prend le texte brut de la description du cours Spark et effectue le nettoyage, la suppression des mots vides et le stemming. Exécutons ce code maintenant. Ensuite, nous utilisons le package
ngrammes avec un NLTK pour générer les ngrammes pour cette liste de tokens. Nous avons passé la liste de tokens traités à la fonction ngrammes de NLTK et nous donnons une valeur de n. Nous générons des bigrammes et des trigrammes. Nous imprimons ensuite les 5 bigrammes et trigrammes les plus courants dans le corpus. D'après les résultats, nous voyons que le bigramme le plus courant est Apache Spark, puisque cette expression apparaît plusieurs fois dans le corpus. La prochaine technique d'exploration de texte que nous passons en revue dans cette partie est Part of Speech Tagging. Part of Speech Tagging consiste à identifier la partie de discours pour chaque mot dans un corpus donné. Le post-tagging utilise un package NLTK qui classe un mot donné. Le post-tagging est étiqueté avec des abréviations comme NN pour un nom, VVP pour un verbe singulier présent et JJ pour l'adjectif. Le post-tagging est utilisé pour la reconnaissance des entités, le filtrage des données et l'analyse des sentiments. Il est également utilisé pour des applications avancées telles que les chatbots. Passons maintenant au code. D'accord. Commençons d'abord par explorer comment nous pouvons utiliser la balise pause pour le texte écrit en anglais. Puis, nous explorons comment nous pouvons le faire en français. Le post-tagging est pris en charge dans NLTK à l'aide de la fonction post-tag. Tout d'abord, nous téléchargeons le package Average Perceptron Tagger de NLTK et l'utilisation de la bibliothèque est simple. Nous appelons simplement la méthode post-tag avec une liste des mots et il fournit le post-tagging pour chacun de ces mots. Nous passerons les 10 premiers mots dans la liste des tokens et nous verrons les étiquettes post-tag affichées. Exécutons le code et examinons les résultats. Les résultats obtenus sont clairement erronés. Comme vous pouvez le voir, le verbe connaître est tagué comme un nom et d'autres erreurs. Voyons maintenant comment on peut résoudre ce problème et avoir des résultats plus précis en utilisant la bibliothèque Spatie. Vous pouvez voir le code que nous utilisons pour effectuer le post-tagging en français. Comme pour la lemmatisation, nous utilisons la méthode pause et nous imprimons ensuite les résultats pour les 10 premiers mots. Par rapport au tagger NLTK, nous pouvons voir que Spatie peut donner des meilleurs résultats. Comme vous pouvez le voir, connaître est un verbe, certainement est un adverbe, qui ont été étiquetés auparavant comme des noms. Dans cette partie, nous examinerons une technique d'exploration de texte populaire appelée Term Frequency Inverse Document Frequency ou TF-IDF. Un certain nombre d'algorithmes d'apprentissage sémantique ne fonctionnent pas sur des valeurs de texte. Ils fonctionnent que sur les caractéristiques numériques. Cela signifie que le texte doit être converti en une représentation numérique équivalente pour effectuer l'apprentissage automatique. TF-IDF est une technique pour convertir le texte en représentation de tableaux numériques. TF-IDF génère une table. Dans ce tableau, chaque ligne représente un document de corpus. Chaque colonne représente un mot du corpus. Chaque cellule du tableau fournit une valeur qui indique la force relative du mot par rapport au document. Une valeur plus élevée indique une corrélation plus élevée entre le mot et le document. Comment fait-on TF-IDF? Disons que nous avons un corpus de 3 documents. Chaque document est une phrase simple comme indiqué ici. Nous effectuons d'abord le nettoyage du texte décrit dans le chapitre précédent pour arriver à un corpus propre, comme montré ici. Ensuite, nous créons une table de comptage. Dans ce tableau, chaque document est une ligne et chaque mot est une colonne. Le décompte indique le nombre de fois que le mot est apparu dans le document. Nous créons un tableau de fréquence de texte. Pour ce faire, nous divisons chaque cellule par le nombre total des mots du document. Par exemple, le document 1 a 3 mots. Chaque nombre de mots dans le document est divisé par 3. Nous obtenons une fréquence de 0,33 pour tous les mots du document. Ensuite, nous trouverons la fréquence inverse du document, IDF. IDF est calculé pour chaque mot dans les documents du corpus. Pour cela, nous utilisons la formule log-i, nombre total de documents dans le corpus, divisé par les documents contenant ce mot. Le but de IDF est de trouver des mots qui sont uniques et répandus dans quelques documents seulement. Moins il y a des documents contenant le mot, plus l'IDF est élevé. Enfin,
Nous trouvons le TF-IDF en multipliant la valeur TF dans chaque cellule avec la valeur IDF pour ce mot. Par la suite, nous verrons un exemple de code pour calculer le TF-IDF. Maintenant, nous allons examiner des exemples de code pour construire une matrice TF-IDF. NLTK ne prend pas en charge une simple fonction TF-IDF. Par conséquent, nous utilisons la bibliothèque scikit-learn en Python. Depuis scikit-learn, nous importons le package TF-IDF Vectorizer. Nous créons un corpus simple avec une liste des phrases. Nous gardons le corpus simple et petit afin que nous puissions voir et comprendre facilement le tableau TF-IDF. Ensuite, nous initialisons le vectorizer TF-IDF. Nous fournissons également un paramètre de dictionnaire de mots vides afin que le vectorizer supprime automatiquement les mots vides de ce corpus avant de créer le TF-IDF. Pour créer le tableau TF-IDF, nous appelons simplement la fonction fitTransform. Une fois cette opération est terminée, nous imprimons tous les noms ou mots en vedette à partir desquels le tableau a été construit. Ensuite, nous imprimons la dimension du tableau et enfin, nous imprimons le tableau lui-même. Exécutons ce code et examinons les résultats. Nous voyons d'abord la liste des tokens du corpus. Il n'y a que 11 jetons et les mots vides ont été déjà supprimés. Il génère un tableau TF-IDF de taille 3 par 11. Il s'agit de 3 documents et 11 tokens au mot. Enfin, nous voyons le tableau réel généré. Chaque colonne dans le tableau représente un token et chaque ligne représente un document. Si vous regardez le troisième document, le premier, 8e et 9e token représentent analyse, sentiment et simplifié respectivement. Une matrice du monde réel pour un grand corpus peut avoir des milliers de colonnes basées sur les mots trouvés dans le corpus. Essayez maintenant de répondre à ce quiz pour tester vos connaissances. Le stockage des données textuelles pendant et après le processus d'exploration de texte présente des défis uniques en raison de sa taille et de son manque de structure. Alors, quelles sont les meilleures pratiques pour stocker des données textuelles? N'essayez pas d'entasser des données textuelles dans un RDBMS. Utilisez plutôt un stockage Big Data approprié comme HDFS, S3 ou Google Cloud Storage pour stocker des données textuelles. Les références au stockage peuvent ensuite être stockées dans des enregistrements RDBMS. Il est important de pouvoir interroger et filtrer les données dans ces magasins d'objets. Créer des index sur des éléments de données ou des mots-clés dans une base de données de documents, comme MongoDB ou un moteur de recherche comme Elasticsearch. Une autre option consiste à stocker des données traitées, comme les tokens ou les matrices TF-IDF, pour une consommation future. Cela réduit la nécessité de traiter à nouveau le texte brut, tout en économisant sur les coûts des stockages. Quelles sont certaines pratiques clés à prendre en compte lors du traitement du texte? Tout d'abord, filtrer les données textuelles le plus tôt possible dans le processus. Les données textuelles sont lourdes et plus nous les allégerons tôt, plus la consommation de ressources sera réduite dans les étapes ultérieures.
Utilisez une liste des mots vides exhaustifs et spécifiques au contexte pour éliminer les mots vides. Les mots vides n'apportent aucune information. Il est donc important de les éliminer pour plus d'efficacité. Identifiez les données spécifiques au domaine dans une utilisation spéciale. Des exemples de telles chaînes seraient les noms de produits qui apparaissent dans les données textuelles. Ces mots spéciaux signifient un but spécifique pour le texte et peuvent être utilisés pour les indexer et les classer. Lors de la création de matrices TF-IDF, éliminez les tokens qui se produisent rarement. Ils ne sont généralement pas utiles pour la classification ou l'analyse. Construisez un corpus propre et indexé basé sur la langue et le contexte métier conservé pour une utilisation future. Comment traiter de grandes quantités de données textuelles de manière évolutive? Le Big Data révolutionne la façon dont nous traitons le texte. Nous devrions tirer parti des technologies de Big Data pour traiter le texte. Tout d'abord, utilisez les technologies qui permettent un accès et un stockage parallèle des données. Des technologies telles que Kafka, HDFS et MongoDB prennent en charge un certain nombre de nœuds et de canaux pour permettre les parallaxes, les mouvements et le stockage de données. Traitez chaque document indépendamment avec une fonction de carte. Des activités telles que le nettoyage et la tokenisation peuvent être effectuées de cette manière. Cela permet à plusieurs nœuds de traiter des documents en parallèle et donc d'accélérer le pipeline. Utilisez les fonctions de réduction dans le cycle de traitement une fois que tout le filtrage et le nettoyage sont terminés. Réduire les fonctions telles que les agrégations créées, des points d'étranglement. Nous voulons donc utiliser des ensembles de données aussi petits que possible. Pour tester vos connaissances, je vous laisse avec ce petit quiz. Maintenant que vous avez suivi ce cours, vous pouvez approfondir votre apprentissage, approfondir vos connaissances sur les techniques d'analyse et d'apprentissage automatique pour les données textuelles, explorer les données de texte à grande échelle avec les technologies Big Data, créer un projet en direct de bout à bout pour l'analyse du texte dans votre organisation. Les données m'intriguent toujours. Je parie que cela vous intrigue aussi. Alors, continuons à les explorer et trouver des meilleurs moyens d'en extraire des connaissances. Maintenant que vous avez suivi le cours jusqu'à la fin, vous pouvez approfondir